Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Talks. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pauline Ferrari. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Écoute, ça va pas mal. Je suis très contente de te recevoir parce que j'ai eu le plaisir de lire ton livre intitulé « Formée à la haine des femmes » dont on va parler après. Mais d'abord, je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Savoir qui tu es pour les personnes qui nous écoutent, puisque moi, évidemment, je connais toute ta vie, ton œuvre par cœur. Juste pour planter un peu le décor, tu es journaliste indépendante. Exactement. C'est pas mal. Ça commence bien. Et tu travailles plus particulièrement sur les nouvelles technologies, les questions de genre et les cultures web. Absolument. C'est très bien résumé. C'est très bien résumé. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus particulièrement à ces sujets et en faire ta spécialité ? J'ai toujours voulu être journaliste quand j'étais adolescente et je me rêvais journaliste de guerre quand j'étais ado, comme quoi c'est très loin maintenant. Et quand je suis rentrée dans mes études de journalisme, Internet était très peu considéré. Alors que moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps sur le web, sur les skyblogs, sur les forums en ligne. C'était vraiment ma culture de notre génération. Je pense qu'on a à peu près le même âge. C'est voilà, une génération... 63 une génération bénie par l'Internet des années 2000-2010. Et quand je suis rentrée en école de journalisme, on me faisait très bien comprendre qu'il fallait choisir une spécialité. Soit tu étais journaliste politique, soit tu étais journaliste sportif, soit tu étais... Voilà, il y avait des catégories et dedans, il n'y avait pas vraiment ce mix-là, politique, culture, parler d'Internet, les questions de féminisme, n'en parlons pas. Et donc j'ai eu un esprit de revanche un peu, je pense, et en fait mon stage de fin d'études c'était dans une émission qui s'appelait Vox Pop sur Arte, dans une boîte de prod. Moi je voulais pas du tout faire de télé et les questions européennes ça m'emballait pas tant que ça, mais on avait reçu la première ministre, alors que je dise pas de bêtises, de la Lettonie je crois, qui est une des premières nations numériques. Non, je confonds, c'est l'Estonie, la première nation numérique. Et du coup, j'avais dû faire les recherches. Et je m'étais dit, mais c'est passionnant, les questions de cybersécurité, les questions est-ce qu'on va tous avoir une puce dans le cerveau, grosse fan de Matrix et tout. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc à apporter. Et surtout, on était quasiment pas de femmes, en fait, à parler des questions d'Internet et des questions de genre ensemble. On était très peu. Et moi, j'ai un peu suivi la voie de journalistes que j'aime beaucoup, comme Perrine Signoret, comme Lucie Ronfaux. Et je me suis dit que c'était là ma place, et j'y suis encore, ce qui signe que je pense que j'avais ma place aussi là-dedans, de parler questions de genre et numérique, parce que je pense que c'est un angle mort de la presse tech, notamment. Et tu as voulu effectivement donc pousser un peu plus loin ces recherches, ce travail et cette expertise, parce que c'est vraiment de l'expertise que tu fournis, en rédigeant donc cet ouvrage qui est paru récemment, le 2 novembre, tu me le disais tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, qui s'intitule « Formée à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux » et qui était publié chez J.C. Lattès. Dans ce livre, tu nous parles donc du coup de tout ce qui est masculinité, antiféminisme, en ligne. Qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu, qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser ce sujet plus particulièrement ? Alors, comme je te le disais, quand j'étais adolescente, j'ai passé beaucoup de temps en ligne sur les forums et tout, et dans le milieu un peu du jeu vidéo en ligne. Et j'ai très vite constaté qu'être une femme déjà sur Internet en 2010, c'était déjà compliqué. On se prenait beaucoup d'insultes. Et surtout, moi, mon adolescence personnelle était compliquée en termes de séduction. Et donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps sur les forums de coach en séduction quand j'étais ado. Ça marchait pas du tout. Mais déjà, c'était un peu... c'est comme ça que j'ai découvert le masculinisme. Et puis, avec ma découverte du féminisme, ça m'a toujours intéressée d'aller creuser cette espèce d'ovni, en fait, parce que pendant longtemps, on a considéré ces communautés comme... des sous-communautés un peu étranges de mecs cloîtrés dans leur sous-sol en train d'insulter des femmes en ligne. Et puis j'ai commencé à faire de l'éducation aux médias en collège et en lycée auprès d'ados.
Et en fait, il y a eu une espèce de rapprochement de la tectonique des plaques là, entre ce que je voyais sur Internet il y a 10 ans, quand j'étais ado, et ce que me disaient des ados en chair et en os dans les salles de classe. Et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé le masculinisme, et notamment plus il grandissait en France aussi. Oui, effectivement. Quel est l'enseignement principal que tu tires de ces recherches et de cet ouvrage ? Alors, l'enseignement majoritaire, je pense que c'est de sortir d'une vision manichéenne sur le masculinisme que moi-même j'ai eu pendant longtemps, c'est-à-dire tous les masculinistes sont méchants et toutes les féministes sont gentilles. Alors, c'est une grande partie vraie, mais ce qu'on peut pousser là-dessus, c'est que y a beaucoup d'hommes qui tombent dans le masculinisme, qui, je pense, deviennent un peu... J'irai pas jusqu'à dire victime du masculinisme, mais en tout cas, il faut avoir un niveau de détresse, je pense, vraiment très profonde pour adhérer à ces théories-là. Et il faut beaucoup plus se cibler sur les influenceurs du masculinisme. Et ce que ces recherches m'ont appris aussi, c'est que le masculinisme, c'est pas qu'un truc en ligne. C'est une manière aussi de détourner le regard de la violence masculine ordinaire. C'est facile de pointer du doigt les masculins parce que c'est le curseur de la misogynie poussé à l'extrême. Mais en fait, la violence et la domination masculine, c'est partout. Et le discours masculiniste, il a infiltré les médias traditionnels, il a infiltré la politique. On a Gérald Darmanin qui fait des appels du pied aux masculins de jeuxvideo.com. On a Bec BD, Depardieu. Enfin, on en a plein, en fait, du discours masculiniste aussi hors ligne. Et je pense que c'est ça que ça m'a appris, c'est qu'il y a des masculins partout, même si ça paraît un peu paranoïaque dit comme ça. Oui, alors c'est marrant parce que du coup tu fais référence à une petite théorie complotiste. Pourquoi pas. Effectivement, quand tu plantes un peu le décor dans cet ouvrage en analysant et en expliquant ce que recouvre le terme masculiniste, et tu relèves que ce qui se joue pour celles, parce que c'est plutôt essentiellement des mecs, donc ceux qui se reconnaissent dans ce mouvement, c'est la volonté de ne pas perdre leur domination, qu'elle soit sociale, politique, économique. Et tu relèves quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que c'est assez paradoxal finalement, puisque tu soulignes que cette menace paraît assez lointaine, étant donné que les premiers concernés par ces mouvements-là répondent à finalement un profil sociologique qui est bien loin des discriminations, c'est-à-dire des hommes cis, hétéros, blancs, de classe moyenne, plutôt urbaine, qui était assez intéressant aussi, j'ai trouvé. Et finalement, ils accumulent les privilèges. Absolument, et c'est en ça que je considère souvent le masculinisme comme une théorie conspirationniste, c'est-à-dire de croire à un espèce de grand complot, comme quoi les femmes, et plus particulièrement les féministes, auraient pris le pouvoir et tenteraient d'enlever des droits aux hommes, voire, dans certains cas, limite commettre un génocide des hommes. Il y a certains masculinistes qui pensent que le but secret des féministes, c'est d'éradiquer les hommes de la surface de la Terre. Pour eux, la preuve de ça, c'est la misandrie, par exemple, ce qui est assez... On peut leur dire maintenant. C'est genre, on peut... Bon, faut qu'on vous l'avoue, les gars. Non, mais c'est... Et du coup, c'est un peu tout ce truc de la misandrie. Et donc, pour moi, je l'analyse vraiment comme une théorie conspirationniste aussi par la manière dont ces théories elles circulent en ligne et comment elles vont conquérir les ados. Mais oui, les masculinistes sont persuadés que les femmes et les féministes ont infiltré la politique, la justice, les dirigeants d'entreprises, enfin... Les conseils d'administration, alors qu'en fait, quand on regarde les chiffres de manière très rationnelle et statistique, c'est ce qu'on fait en tant que journaliste, mais c'est pas le cas. Et donc, c'est une menace fantôme, en fait. Ouais, c'est une panique. C'est une panique, et c'est une panique morale. Et Francis Dupuy-Derry, qui est le sociologue roi de l'étude sur les masculinistes avec la sociologue Mélissa Blais, Francis Dupuy-Derry, notamment, il avait fait un ouvrage sur la crise de la masculinité. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas de crise de masculinité, mais il y a un discours de crise qui est réactivé régulièrement. Et en fait, ce discours de la masculinité, de la crise de la masculinité, il est présent depuis le 19e siècle. Donc en fait, ça fait très longtemps que la masculinité, elle est en crise. Oui, j'imagine. Bon courage avec ça, les gars. Tu disais, à très juste titre, que les masculinistes et le discours masculiniste, en fait, la thèse masculiniste, si on peut dire, infuse un peu de partout et même dans les lieux de pouvoir. Et puis, comme tu m'as quand même un peu tendu la main tout à l'heure en parlant de Gérald Darmanin, je ne peux pas m'en empêcher. Je veux en parler. Tu écris page 57.
Alors, je cite, le masculinisme infuse partout, jusque dans les prises de parole politiques. En février 2022, le ministre de l'Intérieur, notre fameux GG, fait face à la journaliste Apolline de Malherbe sur BFM TV. Cette dernière le titille sur des chiffres et Darmanin lâche d'un ton condescendant. Non, mais ne vous vexez pas, calmez-vous madame, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Cette phrase, explique-nous en quoi elle résonne dans le monde masculiniste et qu'elle est en fait une référence. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté et c'est important d'alerter en fait. Cette phrase, le ça va bien se passer, bon déjà ce qui est assez ouf, c'est que très vite il y a eu des réactions sur le sexisme de cette phrase et déjà je trouve que c'est bien, on avance un peu là-dessus, mais moi la première fois que j'ai vu cette phrase, je me suis dit ça me rappelle quelque chose de très très connu que j'ai vu sur les internets, mais tu sais au début tu te dis il y a que moi qui ai remarqué ça, mais c'est un biais de ma part et en fait je vois qu'il y a d'autres influenceuses féministes qui commencent à en parler, Rose Lamy du Contre Paris pour la bagarre, Anna Toumazov, de même pour Cool Kid Féministe, et je me dis oui en fait c'est ça, en fait le ça va bien se passer, cette répétition du ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer, c'est une phrase qui est extraite d'une vidéo YouTube d'un coach en fitness qui s'appelle Maître Yoda, qui est en fait dans une histoire de clash par vidéo interposée sur YouTube, vraiment un truc des années 2010, il a prononcé cette phrase de ça va bien se passer. Et donc cette phrase est devenue un gimmick, est devenue une référence, un mème sur les forums, particulièrement le 1825 de jeuxvideo.com, qui est un forum, comme on le sait, avec des gros attraits masculinistes et où il y a une grosse concentration de propos sexistes, racistes, homophobes, etc. Et donc, en fait, ça paraissait trop gros pour que ce soit juste une coïncidence. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène de dog whistle en anglais, c'est-à-dire un appel du pied, en fait, c'est de faire référence à quelque chose qu'il n'y a que les initiés qui vont comprendre. Et on saura, je pense, jamais vraiment si c'était volontaire ou non de la part de Gérald Darmanin. Il n'empêche que sur le forum jeuxvideo.com, ce jour-là, ça a été la teuf. Ça a été, regardez, Gérald Darmanin, il nous fait, il a cité Maître Yoda, trop drôle, etc. Et donc, c'est une manière aussi d'essayer de rallier à la cause. Oui, d'ailleurs, ce qui corrobore en fait cette thèse selon laquelle Gérald Darmanin marche un peu sur les plates-bandes, marche un peu beaucoup, mais ses gros sabots sur les plates-bandes de l'extrême droite, puisque Absolument. Tu relèves aussi dans cet excellent ouvrage qui est paru chez J.C. Lattès le 2 novembre, que je vous invite à acheter, à lire, à offrir pour Noël, tu relèves effectivement qu'il y a un lien quand même assez évident entre masculinisme et extrême droite. Absolument. En fait, comment je l'explique, c'est on peut pas dire que tous les masculinistes sont d'extrême droite. Mais on peut dire que l'extrême droite, par sa création et son essence, a une portée masculiniste, a une portée viriliste, qui est basée sur un peu toutes ces images du culte du corps, du culte de la virilité, d'un ordre social et familial naturel, je mets des R guillemets, traditionnel, etc. Et donc, il y a une porosité très forte entre le mouvement masculiniste et l'extrême droite, et les extrêmes droites, je dirais même. Et surtout, les argumentaires masculinistes sont devenus un terrain de recrutement pour l'extrême droite. Et le meilleur exemple de ça, je ne sais pas si on va en parler, mais c'est Thaïs Descuffon. Thaïs, c'est la reine des masculinistes, mais par exemple, Julien Rochdy, Papacito, enfin tous ces figures un peu médiatiques de l'extrême droite en ligne sont des masculinistes, flirtent avec le masculinisme, et en fait on se retrouve avec un espèce de mix and match entre le masculinisme, la théorie du grand remplacement, c'est le fait de dire si vous avez plus de relations sexuelles avec des femmes, c'est à cause de l'immigration. Parce que en gros les personnes racisées viennent vous piquer vos femmes et vos campagnes, quoi. Et en même temps, vous n'avez pas accès à cette sexualité-là parce qu'elles préfèrent les hommes racisés. Et en même temps, c'est eux qui violent les femmes. Enfin, tout ce discours aussi fémo-nationaliste, etc. Donc tout ça forme un espèce de pot pourri, c'est vraiment le bon terme. Et c'est devenu un argumentaire de récupération médiatique. Ouais, en effet, il y a ça effectivement, mais ce qui est assez intéressant aussi
avec des figures comme celle de Thaïs Descuffon, rappelons-le, qui était l'ancienne présidente de Génération Identitaire, qui a été dissous l'an dernier et qui, du coup, maintenant a une énorme présence sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu la qualifies d'influenceuse mascu, ce qui est finalement une expression qui lui correspond assez bien. C'est qu'en fait, on peut se dire de manière assez intuitive que le masculinisme ne peut pas être porté par des femmes. Alors là, on a un exemple qui nous contreprouve, ça n'existe pas ce terme. Non, bref, qui nous contredit. Voilà, merci beaucoup. Qui nous contredit. Et il y en a d'autres, parce que tu en cites d'autres dans ton livre. Ouais, j'en cite d'autres. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les femmes de droite et d'extrême droite, et certaines femmes qui portent un discours anti-féministe et masculiniste. Alors, on a Thaïs Descuffon. Aux États-Unis, on a tout le mouvement autour des tradwives. Particulièrement, je lisais un super article de l'ADN ce matin sur les tradwives. Tu peux nous expliquer un peu le contexte? Oui, bien sûr. Alors, les tradwives, c'est une sous-communauté en ligne d'influenceuses, de vidéastes américaines qui proclament vivre vachement mieux depuis qu'elles sont devenues mères au foyer. Et en fait, elles romantisent et elles glamourisent cette espèce de vie très issue des années 50, de mère au foyer qui s'occupe de son mari, de ses enfants, de sa maison. Alors, si c'était que ça, à la limite, le principe du féminisme, c'est le choix. Donc, en fait, chacune est libre de faire comme elle veut. Le problème, c'est qu'en fait, c'est sous-jacent d'un discours politique conservateur, voire parfois plus que conservateur, des liens avec l'alt-right américaine, donc l'extrême droite américaine conspirationniste, violente, parfois néo-nazie aussi. Et donc, en fait, ces tradwives-là, elles servent un peu de vitrine et elles attirent aussi des jeunes, y compris des jeunes filles, parce que c'est un modèle qu'elle glamourise et qu'elle glorifie en mode mais regardez, c'est génial, j'ai du temps pour moi, je peux m'occuper de ma maison, etc. Et elle mixe ça avec des théories hyper xénophobes et hyper racistes. Et donc en France, on a ça aussi, on a le collectif Némésis et son fémonationalisme qui se permet d'aller dans des manifs du 25 novembre pour montrer à quel point les féministes ne prennent pas du tout en compte la question de l'immigration. On a Thaïs Descuffon, on a Estelle Redpill qui était une influenceuse, je dis était parce qu'elle s'est retirée des réseaux, parce qu'elle s'est pris du cyberharcèlement, y compris de la part de son propre camp. Et donc, elle a fini par arrêter son contenu. Mais Estelle Redpill, pareil, proche des mouvements de reconquête et d'Éric Zemmour. Enfin, en fait, on en a plein des femmes comme ça d'extrême droite qui surfent sur le masculinisme. Et Thaïs Descuffon, là où elle était super forte, on peut pas lui enlever ça, c'est qu'elle a créé une communauté d'hommes masculinistes ou des jeunes hommes qui sont tentés par le masculinisme et où elle, en tant que femme, elle leur donne raison. En fait, avoir une femme qui dit oui, c'est normal que tu souffres, c'est à cause des féministes, en fait, c'est encore plus rassurant plutôt que c'est un Julien Rochdy ou un Papacito qui le dit, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu penses que le succès finalement des thèses d'extrême droite au sein des sphères masculinistes peut s'expliquer notamment par le fait que finalement l'extrême droite est un peu née et s'est développée sur Internet, étant donné que l'extrême droite n'avait pas accès, alors ça a bien changé, disons-le, aux médias traditionnels. Il y a eu toute une période pendant laquelle les influenceurs type Alain Soral et compagnie ont finalement pris d'assaut Internet de sorte à développer leur campagne en fait et leur idéologie et leur propagande. Jean-Marie Le Pen était un des premiers hommes politiques à avoir un vlog. Ça, c'est quelque chose d'assez qu'on se dit bon voilà. Donc est-ce que tu penses qu'il y a quand même peut-être une explication dans ce sens? Je pense totalement. En fait, l'Internet français et c'est bon cocorico mais c'est très marqué par l'extrême droite. L'extrême droite s'est étendue en ligne
Comme tu le disais, l'extrême droite n'ayant pas, à l'époque, accès aux médias traditionnels, aux réseaux traditionnels aussi de militantisme, à une période au début des années 2000 où c'était quand même mal vu d'être d'extrême droite. En fait, on a passé beaucoup de temps en ligne et a étendu sa présence en ligne, qui allait avec sa théorie de dire les médias sont contrôlés par des gauchistes qui ne veulent pas voir la vérité, toute cette théorie-là, qui va très bien avec des théories mascu conspirationnistes aussi, de les médias mentent, c'est infiltré par les féministes, etc. etc. Donc oui, en fait, cette porosité entre l'extrême droite et les mascus, elle est très naturelle, elle va de sens en fait. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces dernières années, le discours masculiniste est de plus en plus présent en ligne et hors ligne, et en même temps que l'extrême droite. Et en fait, comme cette porosité-là, c'est un tandem, en fait, ils se tiennent main dans la main. On sait, l'extrême droite n'a jamais été pour les droits des femmes, et même c'est un parti, le Rassemblement national est un parti profondément antiféministe, donc forcément c'est des thèses qui vont ensemble, et c'est très inquiétant de voir qu'avec la montée de l'extrême droite dans notre pays, il y a une montée du masculinisme qui va avec. Et c'est pour ça, moi j'ai l'impression, ça fait 5 ans que je travaille sur le sujet des masculins de manière globale. Moi ça fait 5 ans que j'ai l'impression d'être Cassandre de Troie, qui dit il y a un malheur qui va arriver, il faut vraiment qu'on prenne cette question en charge. Et tout le monde me dit mais non, c'est des petits mecs derrière leur écran, etc. Oh, ils insultent des meufs, oh, c'est pas très grave, elles ont qu'à éteindre leur téléphone. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, dans ce sens, tu dis l'année 2022 a été celle des masculinistes. Mais l'année 2022, enfin, j'imagine que ça ne t'a pas échappé, ça a été aussi l'année de l'élection de Giorgia Meloni en Italie. Oui. Ça a été aussi l'année où le RN a remporté plus de 90 sièges à l'Assemblée nationale. Donc on a une forme d'institutionnalisation du discours porté par l'extrême droite, avec tout ce que ça implique, hein, LGBTQI+, phobe, antiféministe, raciste, etc., etc. Est-ce que finalement cette institutionnalisation de cette haine, en fait, de ce discours politique qui promeut la haine, ne permet pas, dans une certaine mesure, aux masculinistes de se dire « Ah bah, ça va, on est legit, quoi ». Mais totalement, et je dirais même plus loin, je pense que ça a donné ce contexte politique-là, et qui a commencé bien avant avec le premier mandat de Donald Trump. Je pense qu'il y a eu basculement à ce moment-là aussi. Mais je pense que ça a en effet légitimé le discours masculiniste, et ça l'a rendu encore plus décomplexé et encore plus vocal. Et moi, je parle de l'année 2022 comme une année, l'année du mascu, l'année masculiniste, ascendant misogyne, parce qu'il y a eu le procès d'Amber Heard. Et le procès d'Amber Heard, il a une résonance particulière aux États-Unis, parce qu'on l'a beaucoup appelé comme le procès anti-MeToo. Et il faut savoir que ça arrive après 2 mandats de Donald Trump antiféministe, de limitation sur le droit à l'avortement, sur tout plein de polémiques autour que MeToo serait allé trop loin, les carrières brisées, blablabla, je ne t'apprends rien là-dessus. Mais de fait, le procès d'Amber Heard arrive, et ce qu'on constate, et ça c'est pas moi qui l'ai prouvé, c'est Cécile Delarue dans son documentaire La fabrique du mensonge, dans lequel j'ai participé, mais moi j'ai appris beaucoup de choses, que en fait l'avocat de Johnny Depp a fourni des informations à des chaînes YouTube, Twitch masculinistes, pour pouvoir gagner le procès de l'opinion publique, le procès médiatique. Et en fait, on s'est réveillé trop tard, je pense, des mois après, en se disant ah, en fait, il y a eu une énorme campagne de désinformation et de diffamation et de dénigrement vis-à-vis d'une femme. Et en fait, moi je suis persuadée que ça aurait été Amber Heard ou une autre femme célèbre, personnalité médiatique, ça aurait été la même. Dans le sens où personne n'avait envie qu'elle gagne. Elle avait perdu avant même de rentrer dans le tribunal. Et donc, je pense que ce contexte-là fait en effet que les mascus sont totalement légitimes. Et la preuve, c'est que Johnny Depp a gagné son procès en diffamation. Et donc, c'est une victoire du côté des masculinistes. On ne peut pas dire qu'ils ont perdu. Et c'est aussi pour ça que les procès en diffamation se multiplient aussi. Suite à ça. Moi, je suis pas très étonnée en France quand je vois des procès en diffamation qui se multiplient de la part de PPDA. C'est une volonté de silenciation aussi. Et donc tout ça, tout ce contexte-là, il va ensemble. Quand on a des représentants politiques qui nient les violences faites aux femmes, qui nient tout ça, bah forcément, ça donne une raison pour les masculins de dire oh, on est légitime et on va continuer à porter ce discours-là.
Alors effectivement, finalement, le discours masculiniste et le combat, puisque c'est une vraie lutte en réalité, vu la façon dont c'est structuré, on comprend qu'il y a un véritable agenda qui est poussé et de manière assez efficace, malheureusement. Ça dépasse les frontières. Ça dépasse les frontières, mais pas que. Ça dépasse aussi les frontières idéologiques, parce que tu relèves à très juste titre, on parle beaucoup d'extrême droite depuis tout à l'heure, que finalement, la gauche et l'extrême gauche particulièrement n'est pas épargnée. Ouais, le masculinisme, en fait, ce serait un biais que de dire tous les masculins sont d'extrême droite, comme je disais tout à l'heure. Le masculinisme, ça traverse vraiment toutes les classes sociales, tous les environnements géographiques, tous les pays. Et c'est difficile à s'avouer aussi, même si je pense qu'en tant que féministe, on le sait, mais à gauche, à l'extrême gauche, dans les mouvements écologistes, il y a aussi du masculinisme. Ça passe par le fait de nier les thèses féministes, ça passe par le fait de... plus jeune, j'ai beaucoup côtoyé la jeunesse communiste, notamment pendant mes études. C'est le fait de dire ah camarades, la lutte des classes c'est en priorité, le truc de féminisme on verra plus tard, c'est protéger les agresseurs qui sont au sein des partis, c'est ne pas condamner publiquement des députés qui sont accusés de violence. Enfin, donc non, ça comment dire, ça traverse aussi tous les milieux politiques. Et pareil, Francis Dupuy-Derry, encore lui, le grand et l'unique, avait fait un article scientifique très intéressant sur les mouvements anarchistes et marxistes du début du XXe siècle en France, où il explique en fait très simplement que oui, il y avait des pensées antiféministes, y compris dans l'anarchisme. Encore aujourd'hui, dans les mouvements anarchistes, notamment québécois, il y a encore cette idée que la lutte des classes vient en premier et le féminisme vient en second. Et donc nos mouvements ne sont pas épargnés de masculinisme. Et c'est aussi comment on arrive à les combattre au sein même de nos mouvements politiques. Et c'est pour ça qu'il y a certains mecs de gauche que je connais, mais qui râlent un peu en mode ah, pourquoi on n'aurait pas une vraie alliance entre anticapitalisme, écologiste, féministe. Et je pense qu'on est beaucoup de militantes féministes à se dire en fait, il faut que vous balayiez devant votre porte aussi. Il va falloir que vous remettiez en question sur certains trucs. Et tant que nos milieux ils seront pas exempts aussi et qu'ils sont pas exemplaires sur la lutte contre la discrimination, sur rien que les prises de parole. Le nombre de militantes que j'ai vues qui m'ont dit en fait moi j'arrête de militer dans ce parti ou cette organisation parce que on me coupe tout le temps la parole, on n'entend jamais mes idées, ça donne pas envie en fait de continuer à militer. Donc oui, c'est pas exemple de la gauche malheureusement. C'est clair. Tu faisais état tout à l'heure du fait que tu parlais d'un influenceur mascu qui a une chaîne de fitness. Ce que tu soulignes aussi dans ton livre et que j'ai trouvé assez intéressant, mais d'ailleurs ça m'a fasciné, tu parles du développement personnel masculin, comme si c'était quelque chose de finalement très présente sur les réseaux sociaux, mais pas que, parce qu'il y a quand même des bootcamps qui sont organisés. Bref, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Parce que tu as même rencontré des masculins qui y ont participé, d'autres qui sont repentis. Je vais quand même te citer, parce que j'étais un peu surprise de voir la violence du dispositif. Tu dis, des anciens participants ont témoigné dans les médias de méthodes de déstabilisation mentale. 2 points. Sans argent, ni clé, ni téléphone. Les participants ne dorment que très peu, la nourriture y est rationnée et ils sont parfois lâchés nus en pleine forêt, selon un témoignage rapporté dans le bilan de la Mivilude, je vous le rappelle, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que tu as rencontré des rescapés, en fait. Exactement, des gens qui ont un PTSD très fort. Alors, en fait, c'est ça aussi, c'est que le masculinisme, on a tendance à penser que c'est que en ligne, mais en fait, c'est aussi des organisations hors ligne. Et notamment les stages, les camps survivalistes, etc. En fait, le masculinisme est très poreux avec plein d'autres mouvements, et très poreux avec certaines formes de radicalisme religieux, d'un côté, des camps catholiques, par exemple. Très poreux aussi avec cette communauté go muscu, vraiment fitness, etc. Et très poreux avec des pratiques
ésotérique, survivaliste, New Age, développement personnel. Et donc là, ce dont je parle, c'est une organisation qui s'appelle The Mankind Project, qui est un peu la plus connue au niveau international, parce que c'est une organisation internationale à but non lucratif, même si le stage coûte 500 balles le week-end. Et en fait, c'est des camps, ils appellent ça le séjour des nouveaux guerriers. Et en gros, c'est une quarantaine de mecs qui sont en effet lâchés nus dans la nature. Et c'est l'organisation où il y a eu le plus de signalements à la Miviludes, donc pour dérives sectaires. Et ça fait au moins 3 ans que la Miviludes, chaque année, il y a eu un peu une explosion après le Covid, alerte chaque année sur la dangerosité de cette organisation-là. Et le truc, c'est que c'est une omerta, c'est comme le Fight Club, quoi. C'est première règle du Fight Club, personne ne parle du Fight Club. Et ben là, c'est exactement la même chose. Personne ne veut parler de ce qu'ils ont vécu là-bas. Et moi, j'ai eu le témoignage d'un mec dont un pote d'enfance, en fait, a fait le Mankind Project. Et en fait, à un dîner, il lui a dit « Ouais, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait le week-end dernier, j'étais à un camp, etc. » Et donc, même son ami très proche a pas voulu lui dire vraiment ce qu'ils avaient fait là-bas. Et donc, parce que c'est un truc de non, mais c'est vraiment pour retrouver son masculin sacré, vraiment s'ancrer dans ses valeurs. Donc, je peux pas vraiment te dire ce qui s'y passe, mais tout ce que je sais, c'est que c'est très physique. Et donc, moi, dans les recherches que j'ai du rapport de la Miviludes, etc., c'est oui, des pratiques qui sont limite des pratiques de torture, en fait, tout ce qui est privation de sommeil, privation de nourriture, lâcher nu dans la forêt, pousser des bagnoles à poil aussi dans la forêt, pour retrouver sa force physique dans la neige. Enfin voilà, il y a pas mal de pratiques comme ça liées au survivalisme qui sont en fait des pratiques virilistes et quelque part masculinistes aussi. Ouais, c'est clair. Pour revenir un peu à la définition et au concept même de masculinisme, tu le définis aussi d'une manière intersectionnelle, dans le sens où effectivement ton ouvrage s'intitule « Former à la haine des femmes », mais tu insistes tout de même en employant cette expression qui est l'intersectionnalité des haines, en soulignant que finalement c'est encore plus, t'es encore plus la cible des masculins si t'es une femme racisée, queer, etc. etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage là-dessus ? Absolument. Le terme d'intersectionnalité des haines, je ne l'ai pas inventé, j'aurais bien aimé, mais c'est l'historienne du féminisme Christine Barr qui dit qu'en fait, à partir du moment où on s'attaque aux droits des femmes, on ne s'attaque pas qu'aux droits des femmes, on s'attaque aussi à d'autres droits et que généralement, les mouvements antiféministes, comme les mouvements d'extrême droite, ne sont pas concentrés que sur la haine des femmes, mais également la haine des personnes racisées, la haine des communautés LGBTQIA+, bien évidemment, qu'il y a aussi de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la xénophobie, etc., etc., etc. Et donc, une forme d'intersectionnalité des haines, de tout ce qui ne nous ressemble pas, de toute forme d'altérité, qui ne soit pas un homme cis, blanc, hétéro, de classe moyenne. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, ce qu'on constate, c'est que, pour en avoir parlé avec un chercheur, Lou Bossi, qui a travaillé sur un super rapport de l'Equipop et de l'Institut du genre en géopolitique, qui a fait un rapport qui s'appelle « Contrer les discours masculinistes ». En fait, ce qu'ils expliquent dedans, c'est que toucher aux droits des femmes ou toucher aux droits des LGBT, c'est un effet domino. On commence à toucher un endroit et en fait, on en entraîne un autre et un autre et un autre. Par exemple, ce qui se passe aux États-Unis avec la communauté trans, avec l'attaque sur les drag queens et la communauté LGBT, ben en fait, c'est un effet domino aussi pour interdire en fait ces communautés-là, pour interdire les droits des mineurs trans, notamment pour interdire le droit à l'avortement, etc., etc. Et donc, lui, particulièrement, ce chercheur-là, on en avait parlé, il me dit, mais en fait, protéger, par exemple, les enfants trans, c'est aussi protéger, à terme, en fait, les femmes et les autres minorités de genre. C'est un effet domino. Et donc, pour les masculins, bien sûr, il faut s'attaquer aux féministes, mais bien sûr, il faut s'attaquer aussi alors aux hommes homosexuels, parce que bien sûr, c'est eux qui sont la décadence de la masculinité. Les lesbiennes, elles sont vues comme à mettre dans le même panier que les féministes. Donc, c'est des hystériques qui, de toute façon, n'aiment pas les hommes. Et les personnes trans, c'est encore pire pour les masculins, parce que c'est vraiment un truc de décadence de la société contemporaine, capitaliste, etc. Donc, au final, on est sur une détestation d'à peu près tout le monde qui ne nous ressemble pas. Et ça fait quand même beaucoup de personnes. Juste pour rebondir sur cette haine,
CN, parce qu'on peut les mettre au pluriel, qui concernent les masculinistes, tu dis que le fait de se retrouver dans cette communauté, pour beaucoup, ça leur permet d'atteindre un sentiment de sécurité. En fait, les groupes masculinistes ont une utilité. C'est bizarre à dire, mais ils ont une utilité, c'est qu'ils agissent en groupe de soutien pour beaucoup de mecs. Généralement, quand on commence à basculer vers les théories masculinistes, c'est qu'on se sent pas bien dans sa vie, dans quelconque domaine, que ce soit le domaine professionnel, généralement le domaine sentimental. On n'arrive pas à accéder aux relations amoureuses et sexuelles, on n'a pas confiance en soi, on se trouve pas beau, etc. etc. Et en fait, là-dessus, le masculinisme joue le rôle de catalyseur et donne des réponses très simples à des questions existentielles que tout le monde se pose, particulièrement quand on est ado. C'est est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je ne peux pas mourir seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui un jour va m'aimer pour qui je suis? Enfin, ce genre de choses. Et en fait, les masculins amènent une sécurité de dire c'est pas toi le problème, c'est les femmes, c'est les féministes. Et c'est porter la responsabilité autre part. Et c'est beaucoup plus confortable que de se vautrer dans la misogynie plutôt que de se remettre en question, plutôt que de reconnaître ses privilèges. Et donc oui, ça leur amène une sécurité parce que c'est un groupement de gens qui vous disent non, tu as raison de te sentir mal, c'est la faute des femmes et des féministes. Et donc forcément, ça agit comme groupe de soutien et comme bouffée d'air frais quelque part pour ces mecs-là, quoi. Donc ils sont convaincus de ce qu'ils pensent aussi. Ouais, c'est assez effrayant, effectivement. On parle beaucoup d'Internet depuis tout à l'heure en disant que c'est un peu de la merde, puisqu'on souligne le fait qu'il y a beaucoup de masculins, que l'extrême droite a émergé sur Internet, etc., etc. Moi, j'adore Internet. Moi aussi. Voilà. J'adore Internet. Donc, il faut quand même on rappelle que finalement, c'est pas à cause d'Internet. En fait, ouais, c'est vraiment... finalement, on peut pas on peut pas rejeter la cause sur Internet. Je veux dire, sur Internet, il se passe des choses fabuleuses. C'est un vrai faux argument, en fait, de dire que c'est la faute à Internet. Oui et non. Oui, parce que les grandes entreprises du numérique ont une responsabilité sur l'essor de ces contenus, le manque de modération, le fait de laisser ces contenus en ligne, de les laisser se propager à travers des algorithmes notamment. Tu peux élaborer un peu sur les algorithmes? Oui, absolument. En fait, les algorithmes, c'est des petits programmes informatiques qu'on a dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, et c'est ce qui permet de nous recommander du contenu, notamment. Et en fait, le problème, c'est que les algorithmes, de plus en plus, vont vers une hyper-personnalisation du contenu. Donc, en fait, les algorithmes essaient de chercher quel contenu va le plus vous plaire. Et le problème, c'est qu'avec les contenus masculinistes, mais ça vaut pour les contenus d'extrême droite aussi, c'est qu'on tombe dans ce qu'on appelle des bulles algorithmiques. On commence à consommer du contenu et en fait, puisqu'on a l'air de bien l'aimer, on nous en repropose encore. Et en fait, on évolue dans un espèce de bocal de poisson rouge où on n'arrive pas à avoir les opinions d'autrui et donc on se renforce cognitivement. On se renforce sur ses propres opinions. Donc là-dessus, les algorithmes, les grandes entreprises de la tech ont une responsabilité. Mais encore une fois, je pense que c'est trop facile de dire c'est la faute d'Internet et des réseaux sociaux. C'est un peu un discours de boomer que de dire ça. Et c'est surtout mal comprendre que les cyberviolences sont un bout du continuum des violences, en fait. Et que les violences qui ont lieu en ligne ont aussi lieu hors ligne. Que les masculinistes, c'est pas juste des mecs qui insultent des meufs sur Internet, c'est aussi des mecs qui vont aller insulter leurs profs, violer leurs meufs, vont aller... décoller des collages féministes, enfin, vont aller faire des choses dans la vraie vie, R-, là encore, parce que je déteste ce terme, mais c'est pas que la faute d'Internet, c'est la faute à un contexte sociopolitique, et les masculins, ils existaient bien avant Internet, c'est juste ça leur a donné un lieu où se rassembler et où communiquer et s'organiser aussi. Ouais, c'est clair. Donc, parlons des choses positives sur Internet. Moi, il y a un concept que je voulais explorer avec toi pour conclure cet échange. C'est le cyberféminisme. Oh oui. Alors, cyberféminisme, c'est... Alors, déjà, il faut repartir un petit retour en arrière. Aux années 80, on a une femme qui s'appelle Donna Haraway.
Donna Haraway, elle est pas du tout féministe dans le sens, elle étudie pas en études de genre, enfin, elle est pas sociologue sur la question. Elle est plutôt dans le domaine de la faune et la flore, pour être très honnête. Voilà, elle étudie plutôt la nature. Et elle sort un livre qui s'appelle The Cyborg. Et en fait, dedans, elle explore une théorie qui est assez... un peu tirée par les cheveux, mais assez ouf quand même, où elle dit puisque les inégalités entre les hommes et les femmes seraient basées dans la nature, / là encore, mais donc dans la biologie, etc., peut-être que pour s'émanciper, il faudrait que les femmes deviennent des robots. Il faudrait qu'elles deviennent des cyborgs. Alors c'est un peu fantaisiste dit comme ça, mais en fait, c'est pas si bête que ça. Et elle le voit pas cyborg en mode on devient comme dans... je sais pas, iRobot avec Will Smith et on devient avoir des puces dans le cerveau et des bras bioniques, mais c'est plus de sortir de cette matérialité du corps pour aller vers transcender le corps et être au-delà du corps et plus dans la technique, dans la machine et ce que la technologie peut nous amener. Et en fait, cette notion, du coup, c'est un peu elle qui crée le cyberféminisme. Et c'est réapproprié par énormément de collectifs féministes cyberpunk dans les années 90 sur Internet, notamment le VNS Matrix, qui crée le cyberféministe manifesto et qui dit, en fait, dans ce manifeste, on doit prendre les outils technologiques et les appliquer au féminisme pour réussir à surpasser les inégalités de genre sans pour autant que la technologie devienne elle-même inégalitaire. Spoiler alerte, plus de 20 ans, quasiment 30 ans après, n'a pas vraiment réussi. On sait que le monde de la tech est fortement empreint de biais algorithmiques, sexistes, racistes, LGBT-phobes. Mais le cyberféminisme, ça a quand même semé des graines. Et au final, encore aujourd'hui, on a des collectifs de hackeuses féministes qui vont aller hacker des sites de gouvernements qu'elles n'aiment pas ou de multinationales où il y a des gens accusés de violence. On vient quand même d'une génération où le féminisme sur Instagram et sur les réseaux sociaux a fleuri, j'ai envie de dire, et a permis à énormément de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi de s'éduquer sur les questions féministes, queer, antiracistes. Et c'est un peu le prolongement de Donna Haraway, en fait, c'est de passer par la machine pour se détacher de ce qu'on pense être l'acquis biologique. Donc ça, je trouve c'est intéressant. Super, je voulais qu'on termine là-dessus parce que je trouve ça assez cool et je précise que j'ai découvert cette notion dans un ouvrage excellent qui s'appelle Glitch Feminism, qui a été rédigé par une autrice américaine qui s'appelle Legacy Russell et qui parle justement du cyberféminisme comme moyen aussi de dépasser le genre. Ouais. Et, qui explore aussi toute cette question. Donc, très chouette. Pauline, où est-ce qu'on te retrouve ? On peut me retrouver, alors, sur Twitter, c'est un peu mort, mais on peut y aller quand même. Et j'en ai un Instagram pro maintenant que j'essaye d'alimenter. Et notamment, je vais alimenter à partir de janvier avec des petites analyses tech et féminisme aussi. Et donc, c'est Pauline Ferrari, tout attaché, mais à place de O de all-in, c'est un 0 parce qu'on aime bien le numérique. Donc Pauline Ferrari sur les réseaux. Génial, merci beaucoup d'être venue nous raconter tout ça. Merci de l'invitation. C'était vraiment super intéressant. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci de soutenir Popol. N'oubliez pas qu'avant la fin de l'année, vous pouvez faire un petit don défiscalisé, ce qui est quand même super chouette. Pour soutenir Popol, faites un don de 100 €, vous revient à faire un don de 34 € après défiscalisation. C'est fabuleux. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode de Popol Talk.